Comment ça va? Comment allez-vous? Nous sommes en train de voir, ce qui se passe, ce qui est en train de se produire, ceci à Samara, d'après les rapports, cette explosion se serait produite. Cela fait partie de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Rappelons que Samara se trouve en Russie. Exactement. C'est une région de Russie où il y a eu une explosion. Savez-vous ce qui a causé cette explosion? Il n'y a pas de détails. Il n'y a toujours pas de détails. On a seulement signalé une explosion et, ce trou qui reste dans le toit. Ça doit faire partie de la guerre, j'imagine, je ne sais pas. Ça pourrait aussi être un incident, mais on verra bien. Une autre situation qui attire l'attention, c'est cet incendie aux États-Unis, à Bradley. Où cela se passe-t-il? Ça se passe en Géorgie. Sur place, il y a des évacuations. On en parlera plus tout à l'heure, mais oui, c'est vraiment intense. Bon, on va voir les détails de ce qui se passe à ce sujet aussi dans un instant. En parlant d'incendie, il y a un autre incendie, mais cette fois à Otsushi, au Japon, où, d'après les rapports, au moins 5 bâtiments auraient été touchés par la propagation d'un incendie dans une forêt, selon ce qui est rapporté. Aussi, cette image attire l'attention. C'est un robot qui joue au ping-pong et il est vraiment rapide. À chaque fois, je me dis qu'il y en a plusieurs, non? Mais celui-ci est étonnamment rapide. C'est comme Mars Suprême. En gros. Si vous n'avez pas vu le film, regardez le film Mars Suprême. Il est vraiment divertissant, alors allez-y, jetez-y un œil. Ça s'appelle et c'est fabriqué par Sony. Voilà un développement japonais de Sony. Aussi, on montre cette image qui a circulé des dauphins laissés à l'abandon dans une zone fermée de Cancun. L'organisation Belief avait diffusé cette image frappante de 9 dauphins dans des bassins très détériorés à l'intérieur du delphinarium. Ce delphinarium est déjà fermé, mais malheureusement les dauphins sont toujours là. Ils devraient. Je ne sais pas si c'est possible, s'ils peuvent être libérés. On peut continuer à faire la maintenance pour commencer? Exactement, s'ils peuvent être libérés ou non. Ou comment ça se passe là-bas. Mais évidemment, c'est un sujet qui a été dénoncé en ce moment. Regardez l'état de l'eau, c'est horrible, terrible. Et bien sûr pour les pauvres dauphins là-bas dans cette zone. Aussi, cette image attire l'attention, on l'observe en Iran. C'est cela. À Téhéran? Dans la capitale, on a observé des drones survolant cet endroit, au-dessus de la capitale de l'Iran. Nous resterons attentifs à la situation. Des rapports faisaient état d'explosions et d'attaques en Iran, mais cela a été démenti. Non, ce n'est pas le cas. Selon les informations des habitants de Téhéran, il s'agirait d'exercices qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ils se préparent au cas où cela arriverait, car la guerre pourrait reprendre de manière active. Donc, il y a ces explosions, mais ce sont surtout les mêmes militaires qui se préparent. Voilà aussi une partie du rapport. C'est intéressant, ça attire l'attention. Voici le visage de l'ancien secrétaire. Non, c'est déjà... C'est le secrétaire. Oui, on t'en parle. L'ancien secrétaire de la marine qui a démissionné. C'est aussi un sujet intéressant dont nous allons parler aujourd'hui. Aussi. Cette image attire l'attention, celle d'un Christ, d'un Jésus crucifié. Oui, vous vous souvenez de ce Christ que, 2 soldats israéliens auraient frappé. C'était des soldats italiens et ils en ont mis un nouveau dans le village au sud du Liban. Ceci se trouve au Liban. Ils l'ont donc installé. Évidemment, il y a eu beaucoup de mécontentement face à cette situation. Voici le moment où les casques bleus italiens de la Finule transportent ce Christ. Cela fait partie de l'ONU. Et donc ils sont déjà en train de ramener ce Christ dont, apparemment, les soldats israéliens auraient enlevé la tête. Ils ont déjà été réprimandés. En fait, ils sont détenus. Ils semblent être détenus maintenant. Au moins pour un mois à cause de cette situation. C'est aussi un sujet très grave. Cette croix est maintenant installée à cet endroit sacré pour les catholiques là-bas au Liban. N'était-ce pas aussi? On montre cette image qui circule là-bas. Nous y voilà. Voici une image partagée par la garde révolutionnaire iranienne où ils montent à bord d'un pétrolier aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz qu'ils ont saisi. Et donc, c'est un sujet qui reste en suspens. Je crois que c'est celui sous pavillon panaméen sans certitude, mais c'est celui qu'ils partagent actuellement. Ils le partagent. La garde révolutionnaire aussi, par cette échelle. Mais comment vont-ils monter? Ne leur ouvrez pas la porte. Oui, avec cette échelle, ils commencent à monter avec les masques de la garde révolutionnaire, entrant dans ce gigantesque navire. C'est aussi un sujet énorme, évidemment. Et pendant ce temps, on montre cette image qui est aussi intéressante dans ce contexte.
Exactement. Il s'agit actuellement de fortes chutes de grêle très intenses et de pluie. Et de la grêle, oui, de la grêle. Les gens couraient, évidemment. Il y a quelques jours, on était comme ça ici à Monterrey avec une grêle assez intense, vraiment. Dernièrement, beaucoup de grêle. Beaucoup de grêle partout. Dans le monde, oui. Ce sujet attire aussi mon attention. Et bon, un autre sujet, c'est cette image qui passe là. Ici, nous voyons l'attaque d'un drone ukrainien contre Fédosia, une zone de raffinerie où la Russie stocke du pétrole dans la région de Crimée. Eh bien, c'est impressionnant à voir, non? Là-bas, au fond, disons, ces explosions de couleur jaune, rouge, eh bien, c'est aussi terrible. Passons donc à l'information, à ce qui se passe dans le monde, à d'autres sujets, à d'autres thèmes également, évidemment très importants. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'on a publié le nombre de bâtiments touchés ou même détruits au Liban au cours des 45 derniers jours. On estime à 50 000 le nombre de logements. Cela fait suite aux attaques d'Israël contre le Liban en essayant de viser le Hezbollah, mais même si les civils sont évacués et tout cela, l'impact économique pour ceux qui perdent leur maison ou appartement, etc., est évidemment très dur. Et cela est bien en 45 jours, 50 000 logements détruits ou endommagés. En vérité, c'est aussi un chiffre hallucinant. Eh bien, passons aux informations, à ce qui se passe. Dans le monde, il y a un cas terrible d'un autre scientifique qui est aussi considéré comme lié, car on commence à regarder en arrière et on se dit, écoute, il y a des cas assez étranges et nous allons enquêter. Ce qui est étrange, c'est qu'ils sont tous liés, presque tous, à des sujets très particuliers. Exactement. C'est-à-dire des sujets très particuliers dans lesquels aujourd'hui nous avons vu une image partagée par ceux de Fox News qui montrait cette carte où l'on voit à peu près dans quelle zone ces cas se sont produits. Tout à l'heure, nous allons parler d'une nouvelle affaire qui est en cours d'investigation, parce que quand on remonte dans le temps, eh bien voilà. Il y a des choses très curieuses dans d'autres affaires qui n'ont pas été mentionnées et qui, pour moi, font partie de ce problème qu'ils rencontrent là-bas aux États-Unis. Eh bien, commençons par ce qu'affirme l'Iran. D'ailleurs, selon les Iraniens, il est impossible que le détroit d'Ormuz soit rouvert dans les conditions actuelles de ce qui se passe en ce moment. Ils assurent qu'il n'est tout simplement pas possible d'ouvrir le détroit, tout simplement parce que, de leur point de vue, tous les accords de trêve, de cessez-le-feu ont été rompus. L'Iran affirme qu'il est impossible de rouvrir le détroit face à ce qu'ils appellent des violations flagrantes du cessez-le-feu. C'est pourquoi les forces iraniennes ont saisi 2 navires et en ont attaqué 3 dans la journée. Ils ont réagi. C'est incroyable, non? C'est très grave. D'ailleurs, l'un d'eux était panaméen aujourd'hui. Le Panama a déclaré que c'est injuste de retenir un navire qui, pour commencer, n'a rien à voir avec cette affaire. Eh bien, aujourd'hui, comme l'a dit Pépé, les forces iraniennes se sont emparées de ces 2 navires. Le conflit autour du détroit est devenu très agressif. Nous parlerons aussi un peu plus tard de ce que dit le Pentagone à propos du détroit d'Ormuz et des mines. De son côté, Mohamed Bagher Ghalibaf, qui est le président du Parlement et principal négociateur, a déclaré il y a quelques heures, ici mercredi, que le détroit d'Ormuz allait être rouvert. C'est essentiellement impossible tant qu'Israël poursuivra ses attaques contre le Liban et que les États-Unis bloqueront les ports iraniens. Un sujet sur lequel, la garde révolutionnaire a été très claire. Tant que les ports de l'Iran ne seront pas libérés, cela ne s'arrêtera pas, n'est-ce pas? Et il semble que cela ne va pas changer, car Donald Trump continue aussi avec cette idée. Rien ne sera laissé passer vers les ports de l'Iran. Exactement. Eh bien, passons à plusieurs sujets importants de ce qui se passe dans le monde. Nous reparlerons de l'Iran plus tard, mais il y a des informations sur l'affaire Nancy Guthrie. Passons-y. Voyez-vous, l'affaire de Nancy Guthrie prend un tournant intéressant à cet égard. Hier, nous avons dit qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Mais cette fois-ci, le cas de cette disparition d'une femme de 80 ou 84 ans, écrivaine, mère d'une animatrice célèbre de US Today. Ce n'est pas elle, n'est-ce pas? La dame à droite, évidemment. Il y a un cheveu par là, un cheveu qui pourrait faire la différence. C'est la nouveauté. Un cheveu qui, selon ce qu'ils savent dans cette analyse très à la pointe, pourrait apporter d'énormes avancées. Je ne sais pas. Aujourd'hui, alors qu'avant il fallait la racine. Oui. Oui. Aujourd'hui, il suffit d'un cheveu pour obtenir des informations. La racine n'est plus nécessaire. Alors souvenez-vous qu'il était couvert de gants.
Tout était caché, mais malgré cela, un cheveu lui a échappé. Il pense que le cheveu lui appartient, n'est-ce pas? Pour cette personne, ils ne sont pas sûrs, mais l'enquête progresse. Ils assurent que ce cheveu pourrait justement être lié à cet individu. La disparition de Nancy Guthrie est entrée dans une phase que les autorités qualifient de critique. Guthrie a été vue pour la dernière fois le 31 janvier, bien que les preuves suggèrent que c'est dans la nuit du 1er février qu'elle a été enlevée chez elle. Sans qu'il y ait, comme on dit, de traces d'effraction ou quoi que ce soit, mais simplement comme si c'était normal. Ils ont apporté la clé ou quelque chose comme ça. Les enquêteurs ont découvert qu'il y avait là des signes indiquant qu'il y avait eu une lutte. Malgré leurs progrès, les autorités n'ont pas pu identifier de suspect jusqu'à présent, même avec des gants ou des cheveux retrouvés sur place. Il s'est avéré qu'il n'appartenait là pas à cette personne. Au centre de toute cette situation, il y a un cheveu retrouvé sur les lieux qui n'appartient à aucun membre de la famille ni à Nancy Guthrie. C'est un cheveu appartenant à quelqu'un d'autre Exactement. qui pourrait donc appartenir à cette personne. Oui, eh bien, ce cheveu a d'abord été analysé par ADN Labs International pour le compte du FBI, mais maintenant il est suggéré ou mentionné. Il a été mentionné à plusieurs reprises qu'il devrait être confié à Astrea Forensics, qui est reconnu pour son travail sur des affaires où tout semblait irrécupérable et non résolu. En fait, le laboratoire joue un rôle clé dans l'enquête sur Rex Heusermann, où les spécialistes médico-légaux ont réussi à récupérer des éléments chez ADN Labs. Cheveux sans racines, que dit Pépé à leur sujet? Cette avancée contribue également à l'enquête très longue qui a été menée pour retrouver Madame Guthrie et qui n'a absolument rien donné. Il y a déjà une généalogiste génétique qui s'appelle Sissy Moore qui a indiqué que des méthodes similaires pourraient aider dans l'affaire de Nancy Guthrie. Eh bien, maintenant, tout cela dépendra de l'avancement de ce laboratoire, parce que sans cela... C'est vrai si cela ne leur donne aucune information, jusqu'à présent il n'y a pas de suspect. Il n'y a rien. Soit cela, soit qu'ils se rendent, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire, ou que quelqu'un le dénonce. Mais je pense que si cela devait arriver, ce serait déjà arrivé avant. Ils ont offert beaucoup d'argent, ils ont invité les gens à révéler qui c'est, etc., etc. Et rien ne s'est passé. Rien du tout, et beaucoup de jours sont déjà passés. Évidemment non. Nous allons voir si le laboratoire Astrea Forensics y parvient. Exactement. Et ils pensent qu'avec cette étude, ce laboratoire en particulier pourrait établir la lignée généalogique. C'est-à-dire, disons qu'ils peuvent déterminer qu'il y a quelqu'un dans tout ce groupe de personnes, un membre de leur famille, qui est responsable de cette affaire. Une fois qu'ils trouvent, disons, la lignée familiale, ils disent « Eh bien, regardez, cet ADN correspond peut-être à 5 personnes qui vivent dans cet état. » Oui, qui sont des membres de la famille. Qui sont des membres de la famille et non. Donc à partir de là, tu vas dire « Bon, ce sont 5 personnes, mais regarde, ici il y en a 3 qui sont des enfants de tel ou tel âge, disons, un qui est très âgé, mais il y en a 2 qui correspondent. » À l'âge. À la taille, etc. Et donc ce sont eux qui vont aller frapper à la porte. Ils ne seront sûrement pas suspects. Bon, voilà. Imaginez que toute l'affaire, si jamais elle était résolue, le soit grâce à un cheveu. Imaginez. Le niveau de, le sujet est vraiment impressionnant. Passons à d'autres sujets également importants. Il y a un cas qui concerne, un scientifique, n'est-ce pas? Ils assurent que c'est un scientifique de la NASA, n'est-ce pas? C'est un scientifique nucléaire qui serait également décédé d'une manière assez étrange. Nous allons en parler dans quelques minutes. Il y a juste une série de choses à commenter avant, puis nous passerons à ce sujet. Les États-Unis émettent en ce moment une nouvelle recommandation pour le Liban, et la situation est en train de se compliquer. Les citoyens doivent quitter le Liban, dit les États-Unis. Les citoyens américains vivant au Liban doivent partir le plus rapidement possible. La suggestion est faite parce que, j'imagine, ils voient que les choses se compliquent. Exactement. Ils indiquent que la situation sécuritaire reste complexe et peut évoluer très rapidement. Et ils ont demandé aux citoyens américains de quitter le Liban tant qu'il existe encore des options de vols commerciaux. Ensuite, ces situations peuvent se compliquer et il n'est plus aussi facile de quitter le Liban. Cela fait donc partie de ce que surveille la diplomatie des États-Unis. Elle suit de très près ce qui se passe au Liban et fait donc cette recommandation dans le pays afin que les gens préparent leur plan de contingence. En cas d'urgence. Voilà, c'est ça le sujet.
Voilà le sujet. Je trouve ça aussi très intéressant. Passons juste à deux autres choses, puis nous reviendrons sur ce cas. Remarquez que l'Allemagne est déjà concentrée sur le réarmement. L'Europe l'a déjà fait. La France, clairement. La Pologne aussi. Mais l'Allemagne aussi fait ce pari. Nous discutons de divers sujets depuis près de 3 jours. Le partenariat avec l'Ukraine pour fabriquer et produire des armes. Actuellement, une nouvelle stratégie militaire émerge face à la menace potentielle, représentée par la Russie. Ah, il y a aussi le fait qu'ils vont désormais effectuer le service militaire. Les jeunes, c'est obligatoire. Bref, il y a plusieurs choses, mais cette fois-ci, le gouvernement augmente aussi fortement le budget et renforce. Ils assurent donc la coopération, surtout axée sur la technologie et ce qu'ils appellent l'agilité organisationnelle. Il faut rappeler que ces dernières années, la possibilité a continué de croître. Avec la Russie, eh bien, ils n'ont pas fait les essais qu'ils devaient en faire. Voyons combien de temps il nous faudra pour maîtriser Vénus. C'est la carte de l'Allemagne. D'un côté à l'autre, 15 000 soldats allemands, ils ne l'ont pas dit, mais avec tout, c'est-à-dire blindés, avions, hélicoptères, chars, tout, 15 000 soldats. Ce n'était pas beaucoup, seulement 15 000. D'un côté l'Allemagne, je ne sais plus de quel côté. D'est en ouest ou du nord au sud, peu importe, mais s'il devait aller d'un côté à l'autre, il devait le faire en environ 15 heures. Il devait le faire très vite, non? Enfin 15 heures, à peu près 18. Et là, il s'est passé environ 15 jours. Non, enfin, Oui, enfin, ils ne sont pas tous arrivés, car certains ne passaient pas, disant « Ce char de combat pèse tant de tonnes, on ignore si ce pont va le supporter. Ils ne sont pas faits pour ça. » Eh bien, aujourd'hui non plus pour cet autre endroit. Certains avions peuvent y atterrir, mais ce n'est pas prévu pour. Donc, c'était le chaos. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient très mal préparés pour un conflit. Ils se sont rendus compte que l'une des bases principales des Allemands avait une autre salle de bain. Il me semble qu'elle était prévue pour je ne sais combien de milliers de soldats. Mais il y avait très peu de toilettes, des choses très, très basiques. Donc, eh bien, ils modernisent, mais ils essaient aussi d'être à la hauteur de ce qu'est censé être un pays puissant. exactement. Mais bon, Boris Pistorius, qui est le responsable de la défense, dit que l'objectif est d'atteindre au moins 460 000 effectifs combinés entre soldats actifs et réservistes d'ici le milieu de la prochaine décennie. En plus, ce n'est pas un processus rapide. Et bon, c'est un sujet très compliqué en ce moment en Europe parce que le recrutement pose aussi problème aux États-Unis d'ailleurs. Et donc, ils veulent encourager l'engagement militaire à travers des incitations. Ils vont également inclure des examens médicaux obligatoires pour les jeunes, même s'il n'est pas prévu de retour immédiat au service militaire obligatoire. Eh bien, ils vont déjà commencer à les examiner pour voir qui peut ou ne peut pas, même si le service militaire n'est pas obligatoire. Non, mais bon, c'est un sujet qui commence déjà à devenir pressant au Royaume-Uni. Un sondage révèle que la moitié des jeunes ne sont pas prêts à aller à la guerre pour leur pays, ce qui est préoccupant actuellement. Pour être honnête, même si je pense que la vérité, c'est que les pays où les gens portent le drapeau de leur pays et se battent pour leur liberté, c'est ce que je veux. Je suppose que oui, mais je veux dire, c'est quand même intéressant que, eh bien, tout simplement non. Il arrive un moment où on ne veut plus penser à la guerre. Évidemment, parce qu'on a vécu une période où, malgré les rapports et les apparences, non. Si tu regardes à d'autres époques, il y a moins de conflits, moins de guerres, et beaucoup de pays ont déjà des générations qui vivent en paix, et ça aussi, eh bien, ça fait que tu n'as pas envie d'être impliqué dans un conflit. Maintenant, passons à ce cas assez étrange. Un cas qui est, eh bien, un ingénieur qui est impliqué dans le domaine nucléaire. Allons-y, parlons-en. Eh bien, l'ingénieur dont nous parlons, c'est cette personne. Voyons si nous pouvons l'afficher à l'écran. Il perd la vie dans une voiture, dans sa Tesla, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il perd la vie dans une Tesla, et donc, pour cette raison, il ne l'avait pas pris en compte. Parce qu'ils ont dit, écoute, ce monsieur, ingénieur aérospatial de 29 ans qui travaillait sur le système de propulsion nucléaire de la NASA. Eh bien, imaginez dans quoi il travaillait, non? Il a perdu la vie dans un accident en Alabama le 22 juillet 2021.
Oui, il a d'abord été signalé comme disparu par sa famille à 4h32 du matin après ne pas s'être présenté au travail. Ils disent donc que ce comportement n'était pas normal. Il a laissé son téléphone, il a laissé son portefeuille, lequel, Comme les autres? tous les cas ont la même caractéristique. Il est sorti se promener, laissant tout derrière lui, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Quelques heures plus tard, sa Tesla a été retrouvée détruite après avoir percuté une rambarde et plusieurs arbres, avant de prendre feu. Regardez, juste pour vous donner une idée, les dégâts étaient si graves que son corps n'a même pas pu être identifié sur le moment. Il a fallu un processus d'identification pour pouvoir se rendre compte qu'il s'agissait de cette personne. De plus, il y a un autre détail qui complique encore plus toute cette affaire. Le fait était que les données de la Tesla montrent que le véhicule était resté garé à l'aéroport de Huntsville pendant environ 4 heures plus tôt dans la journée. Et ça, non. C'est-à-dire, ils ne savent pas pourquoi il était là. C'est-à-dire, il n'y a pas de plan et il n'y a pas d'explication claire sur pourquoi il était là, s'il avait été récupéré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps? De plus, Leblanc travaillait directement sur le système de propulsion nucléaire, y compris le programme de propulsion nucléaire spatiale de la NASA et le projet Dragon, qui se concentre sur les moteurs thermiques nucléaires pour les missions dans l'espace lointain et qui rejoint maintenant cette liste de 11. Maintenant, nous devons dire 12 scientifiques soit disparus, soit ayant perdu la vie de manière assez étrange. Super étrange, super étrange. Regardez, juste pour vous donner une idée, il a fallu 3 jours pour pouvoir l'identifier. C'est-à-dire, voilà à quoi ressemblait son comportement juste avant. C'est cela qui attire l'attention. C'est-à-dire, oui, bien sûr, les accidents peuvent arriver, ce que tu veux, mais c'est ça. C'est tout ce qui s'est passé en arrière-plan, non? C'est ça qui attire l'attention, et puis l'histoire du portefeuille, le sujet, on dirait que tout commence à coïncider, tous ces trucs-là. Le fait que ce soit un projet qui se fait dans l'espace profond. Imaginez-vous de quoi on parle. C'est-à-dire, ce n'est plus la Lune, ils ne pensent même plus à Mars, ils pensent à autre chose. Et il s'avère que c'est à la personne, à cette personne-là. Il a eu cet accident, car on ignore s'ils l'ont éliminé ou ce qui s'est passé. Ils enquêtent maintenant, poussés par la pression familiale. Eh bien, sur ce qui s'est passé juste avant. C'est-à-dire pourquoi ce comportement atypique et qu'on enquête davantage. J'imagine qu'à ce moment-là, ils le voient normalement comme quelque chose d'isolé, donc ça n'attire pas l'attention. Ensuite, eh bien, l'ingénieur a eu des problèmes mentaux très jeunes, il y a eu cet accident et c'est tout. Quand tu vois qu'il y a plein de cas et tous dans, disons, la même zone, non? Oui, ça attire vraiment l'attention, non? Et là, tu ajoutes Monica Reza, Melissa Caceres, Anthony Chavez, Steven Garcia. Le général Max Land, parmi tant d'autres, eh bien, il dit, et c'est vraiment excellent, étrange, sincèrement. Bon, et puis les cas de ce monsieur à Nouriot qui demande aussi pourquoi. Parce que cet individu, celui qui lui ôte la vie, celui qui tire, qui était aussi un génie, non? Tout à coup, il vient à l'esprit d'un monsieur déjà âgé, n'est-ce pas, ou celui-ci qui avait déjà sa carrière, qui avait sa vie, et qui soudainement lui tire simplement dessus. Supposons qu'il y ait eu une dispute entre eux et qu'il lui ôte la vie, non? Supposons. Non, mais en plus, il ouvre le feu dans cette université. Qu'est-ce qui le pousse à agir ainsi? Il y a beaucoup de choses qui sont becquoses, qui sont franchement assez étranges, surtout quand tu les regardes dans l'ensemble, non? Des sujets. On va parler uniquement de sujets liés à de grands progrès dans le domaine de l'énergie, dans le domaine spatial. C'est-à-dire, Parce que les gens, plus de médecins, la dame du sujet de l'antigras résidentiel est également liée au voyage profond dans l'espace. alors celui-là est intéressant. Pour ce cas, il y a un rapport et je pense qu'il vaut mieux attendre demain matin pour voir si je peux confirmer 2 ou 3 choses. Mais il y a des détails qui ressortent à son sujet, des moments d'avant, même il y a quelques vidéos d'elle où elle parle de différentes choses. Mais parmi les informations qui sortent, il y avait déjà, je ne sais pas si c'était de la paranoïa ou autre chose, ou s'il y avait vraiment quelque chose d'inquiétant derrière elle. Oui, eh bien, elle disait qu'elle sentait qu'on l'observait, qu'elle se sentait surveillée, et bon, elle avait peut-être un problème à ce niveau-là, non? C'est ce que je veux savoir, c'est ce que disait la famille, ce que disaient les amis, voir si on peut trouver un peu plus de détails sur son cas à elle spécifiquement. Ça a été publié aujourd'hui ici et ces images qu'ils ont montrées sur Fox News, cette image n'avait pas été publiée. Voyons si je peux la mettre ici. Voilà, cette image, la voilà.
On va l'agrandir un peu. Bon, là je pense qu'on peut bien lire, non? À moi, à Scrooge, c'est elle qui. Je suis en train de commenter, sa mère est décédée le 11 juin 2022, mais il y a Steven Garcia, le général et Melissa, donc ils sont tous les trois essentiellement dans la même zone. Oui, là-bas au Nouveau-Mexique d'ailleurs, un énorme salut à Aurelio et à la communauté qui nous regarde depuis le Nouveau-Mexique. Certains nous ont dit qu'ils ont vu ces petites affiches du général, non? Là où ils cherchent le général, et ensuite il y a... C'est le cas le plus récent? C'est le cas le plus récent, exactement, n'est-ce pas? Pas celui-ci, tous les autres sont déjà de 2025. Eh bien, il y a aussi celui de février, je veux dire, il serait aussi parmi les plus récents, le 16 février, un peu avant lui, celui de Karl Grimler, à qui on a ôté la vie. Tu te souviens qu'ils vont chez lui et qu'ils le braquent, soi-disant. Ce n'est pas ça. Après avoir vu tant de films, tu te demandes si on ne nous prend pas pour des idiots. Il n'y a pas de fumée sans feu, et là c'est carrément la fanfare. Enfin, si c'est vrai, c'est vraiment énorme. Mais bon, Eh bien, quelle coïncidence, les gars? qu'en pensez-vous, coïncidence ou causalité? Clairement, la causalité. Oui, c'est trop, vraiment trop. C'est trop, c'est incroyable. Passons à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. Comment allez-vous? Je salue chaleureusement Girs. Alors, Girs, tu as bien travaillé là-bas avec la retransmission du congrès? Je suis resté un moment jusqu'à ce que ce soit à mon tour de prendre l'antenne. C'est intéressant, on en discutera peut-être plus tard. Papa Nueva, comment vas-tu? Salut! Roblox, Francisco Arce, Ben, à toute la communauté qui arrive, Fernando, Yo-Yo, laissez votre commentaire, s'il vous plaît. Passons à d'autres sujets importants. Écoutez, bon, en changeant de sujet, eh bien, il y a aussi un sujet avec Pete Casey, non? Et avec, comment il s'appelle déjà? Le secrétaire à la marine, n'est-ce pas? Naval a traversé une période difficile et c'est Pete qui l'a renvoyé. Même s'ils disent qu'il a démissionné, il part ou il est parti. Aujourd'hui, l'information dans Action et dans différents médias est qu'en réalité, il aurait été renvoyé par Pete Cases. De plus, à un moment où le thème naval avec le détroit d'Ormuz est de plus en plus utilisé, et aujourd'hui, le Pentagone a annoncé la destitution immédiate de ce personnage, la destitution du plus haut responsable civil de la marine. Eh bien, cela a surpris beaucoup de monde car il ne précise pas la raison de cette démission. Dato, no sé Nada. si. Ce n'est pas le premier, il y en a déjà eu plusieurs, une purge comme sous Xi Jinping, n'est-ce pas? Là-bas en Chine, eh bien ici, Donald Trump ou Cases, eh bien ils se sont mis à renvoyer plein de militaires. Aujourd'hui, une information est sortie qui est presque passée inaperçue dans beaucoup de médias, mais il y a cette histoire selon laquelle on a demandé au chef d'état-major les codes. À Caïn. Oui, on demande à Dan Kane les codes nucléaires et il ne les donne pas. Oui, apparemment cette rumeur circule. C'est une rumeur très étrange parce que nous, ce même jour qui est censé être le jour où ça se passe, on leur a dit « Écoutez, ça fonctionne ». Une image très curieuse de Dan Kane, ce général, à la Maison-Blanche. On pensait que le cessez-le-feu allait déjà être rompu, ou qu'il allait se passer quelque chose ici. Apparemment, c'est lors de cette visite qu'on lui a demandé « Donne-nous les codes des armes nucléaires ». Il a dit « Pourquoi est-ce que je vous les donnerai ?» Je vais les garder dans mon pantalon. Pourquoi je vous les donnerai? Ils sont faciles, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Mon mot de passe? C'est mon mot de passe. Eh bien, le point est que, soi-disant, il y en a eu. Eh bien, si c'est le cas, comme cela a été rapporté dans certaines fuites, disons, à des médias américains, eh bien, ce serait très préoccupant de savoir ce qui se passe. Ce qui se passe, en référence à ce personnage qui s'appelle John Fallon, selon des personnes qui sont familières avec l'affaire, c'est que Fallon ne comprenait pas Pete Hedges, c'est-à-dire il ne comprenait pas. Il dit que son travail est de suivre les ordres qu'on lui donne, pas ceux qu'il pense qu'il devrait donner. Donc disons qu'il n'a pas accroché avec Pete Hedges, ce qui est très compréhensible. Beaucoup de ceux qui travaillent au Pentagone, dans le milieu militaire, etc., ne s'entendent pas très bien avec Pete Hedges. Et, eh bien, tout simplement, ils ne s'entendent pas. Oui, ça va. Bon, voilà aussi le problème. Eh bien, il montre cette image, non? C'est une image, parfois je vais la mettre de comment ils ont bloqué. On parle déjà de 30 navires bloqués par les États-Unis, des navires qui arrivent dans les ports iraniens depuis différents pays.
Les forces des États-Unis ont ordonné à 31 navires de faire demi-tour ou de retourner au port, dans le cadre de ce blocus qu'ils imposent contre l'Iran. Ce sujet exerce une pression. Une pression évidemment sur le régime des ayatollahs et en même temps sur les autres pays du Golfe qui sont déjà eux aussi désespérés de vouloir vendre leur pétrole et tout ce que tu veux et ils ne voient sûrement pas quand cela va changer. Oui, ils ont déjà fermé de nombreux hôtels dans tous les pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, car il n'y a pas de clients. Les garder ouverts n'est pas rentable, ils les ont donc mis en pause. En pause, bien sûr. Voilà pour ce sujet. Passons à d'autres points importants. Eh bien, selon un rapport du Pentagone, on sait combien de temps cela prendrait si, par exemple, le détroit d'Ormuz devait s'ouvrir demain. Combien de temps leur faudrait-il pour vérifier? Être sûr à 100% qu'il n'y a aucune mine qui pourrait affecter un navire? Eh bien, selon le Pentagone, cela pourrait prendre jusqu'à 6 mois et il est peu probable que cela commence avant la fin de la guerre, évidemment. On ne peut pas aller déminer puis recommencer à se battre parce qu'après, il faudrait recommencer le déminage. Cette information a été partagée lors de la séance d'information classifiée du Pentagone au Congrès. Selon les informations, les législateurs ont été informés que l'Iran aurait pu placer une vingtaine de mines ou plus dans le cours d'eau et ses environs, et que certaines d'entre elles pourraient être déployées à distance grâce à la technologie GPS, ce qui rend leur détection encore plus difficile. Eh bien, cette évaluation a évidemment beaucoup contrarié les législateurs démocrates et républicains, tous les deux, car c'est une conséquence. C'est un impact économique très fort parce que tu ne peux pas avoir ce flux interrompu pendant 6 mois et en plus les prix du pétrole et de l'essence continuent d'augmenter et cela pourrait se prolonger jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire jusqu'en 2027. C'est pourquoi nous avons vu plusieurs personnes qui travaillent au sein du gouvernement de Donald Trump dire non, 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 n'attendez pas que le prix de l'essence baisse avant 2027 parce qu'ils savent que ce n'est pas possible. La guerre pourrait se terminer demain. C'est-à-dire, si cela prend encore plusieurs mois, eh bien, oubliez, ce sera jusqu'à la mi-2027 ou même jusqu'en 2028. Eh bien, on en a encore pour longtemps, c'est-à-dire, on en a encore pour longtemps. Évidemment, le pétrole a déjà explosé, non? On voit déjà le pétrole à 103 $. Il y a un moment, il est même monté jusqu'à 106 $ à un moment donné. Donc les marchés ont ouvert fort là-bas en Asie. 103 $ pour le Brent, 94 $ pour le Texas, non? Donc voilà, ils sont déjà à 100 passantes, ils tournent autour des centes, il n'y a plus, dans ce sens-là. Je ne sais pas pour quand ce problème sera résolu, ils disent que le cessez-le-feu est indéfini, mais les deux côtés restent bloqués. C'est comme jouer aux échecs où l'autre côté ne veut pas bouger sa pièce et l'autre non plus. Et tout le monde est bloqué là. Nul. Et aucun des deux ne veut accepter la nulle en même temps. En même temps, parce que chacun de leur côté. Ils se sentent tous les deux gagnants. Ils veulent chacun que l'autre dise « j'ai horriblement perdu » car l'autre est formidable. Ils partagent donc le même état d'esprit, voilà le vrai problème. Disons qu'ils ont le même état d'esprit dans le sens où, selon eux, ils ont gagné, mais dans des conditions évidemment totalement différentes, évidemment. Mais bon, un autre sujet qui attire aussi mon attention, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni. Toute l'Europe est un peu secouée. Elle est secouée, l'Europe se demande ce qui se passe. Ils ne veulent pas vraiment se redéfinir sans les États-Unis. Nous allons y être. L'Europe prend des décisions, c'est déjà comme un Brexit sans être exactement un Brexit. Mais cela se passe déjà depuis un certain temps et cela s'accélère avec Donald Trump. Cela a essentiellement commencé lors du premier mandat et ensuite, comme il revient, cela se poursuit dans celui-ci. Mais à ce stade, je suis comme les Européens, donc assez lassé, il n'y a pas, comme quand on voit, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo, je crois que c'était là, plus de mers. Et même si... Ils en ont déjà assez, ils ne le cachencent plus. Avant, ils restaient diplomates, mais maintenant, ils n'hésitent plus à dire qu'ils vont prendre un peu leur distance. Non, nous avons des différences, mais pouvons avoir une bonne relation. Non, 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 c'était déjà carrément du genre. Regarde, le bon côté, c'est que, ici, on est je ne sais combien de millions d'habitants qui consomment et qui produisent et je ne sais quoi d'autre. Et en disant, c'est déjà bien, les États-Unis ne comptent plus là-dessus, comptent plutôt sur ces pays-là. Carrément. Il avait une vision selon laquelle, il était déjà exclu, non. Il était déjà écarté du cercle des alliés.
Et à un moment donné, et dans la conversation, le chancelier allemand disait « Eh bien, je veux dire, oui, eh bien là, et, il contende. » Mais bon, à peine non, parce que les autres, franchement, disent déjà moi. no sé quién, otro país, dijo, Et, 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 ils ne veulent pas lui parler? Le Royaume-Uni connaît la même dépendance militaire vis-à-vis des États-Unis. Les Anglais disent que ce n'est plus tenable. L'ancien chef de l'OTAN, appelé George Robertson, affirme donc que le Royaume-Uni veut désormais être séparé, disons dans ce sens militairement parlant, des États-Unis. Ils veulent être puissants par eux-mêmes et ne pas dépendre de leurs copains des États-Unis. Non, pas Robertson, également ex-ministre de la Défense travailliste et ex-secrétaire général de l'OTAN, comme l'a précisé Pépé. En plus, il dit que ce n'est pas seulement la question de l'Iran, enfin la question de l'Iran encore, mais le plus choquant, disent-ils, c'est la menace d'arracher le Groenland au Danemark. C'est ça qui les dérange le plus, dit-il. Tout cela illustre une divergence croissante entre Westminster et Washington, a déclaré Robertson lors d'un séminaire qu'il a donné aujourd'hui. Eh bien, il a dit que la Maison-Blanche a atteint son niveau historique le plus bas, ce qui est vrai, en ce qui concerne les critiques qui lui ont été adressées, ainsi que dans les sondages. Ils sont vraiment au plus mal, et voilà. Selon eux, les actions unilatérales que prend Donald Trump pendant cette présidence, il dit que toute la relation qu'il avait avec l'Europe et avec beaucoup d'autres pays est mise en jeu. Non, pas seulement l'Europe, le Canada aussi, pas seulement. Il faut aussi le prendre en compte. Il y a 2 jours, il disait que la relation avec les États-Unis est très mauvaise. Eh bien, c'est ce qu'on observe en ce moment. Et bon, eh bien, c'est aussi en partie ce à quoi on pouvait s'attendre, surtout en pensant que les propos de Donald Trump avant d'être en campagne étaient un cela. Il voulait en gros l'isolement, non? C'est-à-dire, Et en plus, il s'est moqué d'une manière peut-être même un peu ridicule. Ce n'est pas bien qu'un enfant, un adolescent se moque, tu l'acceptes, mais qu'un adulte se moque. Par exemple, des porte-avions du Royaume-Uni, des militaires de je ne sais quel autre pays, tu te dis. En plus, il les ridiculise. non, non, non. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est exactement inutile. Et puis à tes potes aussi. Je ne dis pas soudainement que la réalité de Donald Trump était très étrange, sincèrement, c'est-à-dire, pour donner un exemple, Donald Trump te parle parce qu'ils t'ont appelé, c'est la Coupe du Monde et tout ce truc, et bon, voilà. Et dans toute cette idée, eh bien, il insiste beaucoup pour que les Iraniens ne participent pas, c'est-à-dire, il ne veut pas que les Iraniens participent à cause de tout le conflit qui est en cours, n'est-ce pas? Et donc, eh bien, il pose une question à la FIFA. C'est-à-dire, il parle avec Infantino, non? Et il lui dit, écoute, pourquoi tu ne laisses pas? C'est-à-dire que les Iraniens n'aillent pas, annulent la participation des Iraniens et laisse les Italiens y aller, parce que les Italiens, c'est l'Italie. L'Italie va à la Coupe du Monde, ça c'est bien. Et lui, y Lo malo es que evidentemente no juegan bien. no, il a un niveau incroyable. Mais ça ne passe pas. Oui, ils ne se sont pas qualifiés parce que toute l'Europe a un super niveau. Je veux dire, ils ont un niveau bien plus élevé que l'Iran et que tous ces pays. Mais ils ne se sont pas qualifiés. Point. Et ils le demandent aux Italiens et on le voit chez nous. Évidemment, on ne veut pas passer si on n'a pas mérité la qualification. On ne veut pas passer ou qu'on nous fasse la petite faveur de aller passer. Non, évidemment, les Italiens ont de la dignité, non? Et celui-ci, et même si ça n'en a pas l'air en étant là, mais si celui-ci, eh bien, il est là. está curioso. Está curioso lo o sea, que dice. ¿en qué mundo vive? Sí, sí, no, rarísimo. Al final de cuentas, o sea, no, no. La vérité, c'est qu'il n'y a même pas de mots pour le dire. La question, c'est que ce qu'ils disent, c'est qu'il ne veut pas. Oui, oui, le gars veut. C'est-à-dire, Donald Trump veut arranger la situation avec la première ministre, avec cette Giorgia Meloni, à cause des critiques concernant le père, parce que c'est un sujet qui a beaucoup frappé, ça a beaucoup énervé en Italie. Et donc, ce sujet, disons, il veut le régler avec quelque chose d'encore pire. C'est-à-dire, je vais te donner une chance parce que j'ai le pouvoir. Je crois, non? D'empêcher d'y aller, évidemment, ça n'arrivera pas. Imaginez à quel point ce serait ridicule pour l'entreprise qui ferait ça. Sinon, évidemment, non, ça n'arrivera pas. Mais bon, tu te rends compte, Comme sa façon de penser, là où va la pensée, très perdue. de Trump. Sur ces sujets-là, non, mais bon, c'est comme ça, non. Passons à d'autres sujets importants.
Bien, Eh bien, un incendie attire l'attention. C'est un incendie qui s'est produit là-bas en Géorgie. Non, en Géorgie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a environ une semaine, tu as dit qu'il y avait essentiellement une alerte aux incendies aux États-Unis en général parce que la situation est très sèche. Ce jour-là marque l'un des premiers incendies. Un incendie de forêt progresse rapidement dans le sud de la Géorgie avec déjà des évacuations. Des centaines de personnes ont été évacuées de leur maison. Et cela a entraîné un état d'urgence, a déjà provoqué la fermeture de routes et l'interdiction de brûlage. Et donc, dans le comté de Bradley, qui est l'image que nous voyons à l'instant, rien de plus. Là-bas, 5000 acres ont brûlé jusqu'à ce soir, mercredi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et seulement 10% est maîtrisé. Il y a déjà des maisons qui ont été détruites. Environ 50 maisons ont été détruites par le feu et 1000 personnes ont dû évacuer. Est-ce difficile à arrêter ou disent-ils que le vent complique tout? La fumée est déjà arrivée à Atlanta. C'est dire la force du feu. o sea, no, pues sí está. La fumée jusqu'à Atlanta? Imaginez-vous, je veux dire, si on le prend comme ça. Allons rapidement à la carte pour la situer. La zone des incendies n'est pas... Voyons, allons à la carte. C'est en Géorgie, tu dis maintenant. C'est en Géorgie, et ce n'est pas le seul incendie en Géorgie, il y en a un autre aussi à l'intérieur de la Géorgie qui est à peu près dans la zone appelée Painland Road qui se trouve à 105 km du premier dont nous avons parlé depuis Bradley, et là il y a déjà 6700 hectares. Il n'est également contenu qu'à 10%. C'est à Albany. L'un est dans le comté de Brandy, Géorgie, l'autre dans la zone Painland Road. Nous la cherchons parce que, enfin, ça m'intrigue beaucoup, surtout parce qu'on a vu récemment des incendies d'eau dans la zone sud, comme ceux de Floride, tu te souviens? Ici, c'est la Géorgie et là, la Floride. Et ce n'est pas courant qu'il y ait des incendies dans des zones marécageuses très humides. C'est bien ça, non? Mais c'était tellement sec, ils subissent une sécheresse. Ils ont des problèmes de sécheresse, je veux dire. Même ainsi, regarde la carte du risque d'incendie. C'est frappant qu'ils soient en rouge, tu ne les vois jamais ainsi, car c'est toujours très humide. Regarde cette zone de Houston, qui est aussi, enfin Texas et Houston, toute cette région est celle de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane. Et tout ça. Eh bien, c'est la même région, disons marécageuse et humide et tout ça, et c'est très vert comme cette zone le serait normalement. Ils ont ce problème depuis un moment ici, et maintenant ça empire, les conditions sont réunies pour des incendies. Franchement, ça ne me surprend pas. Je ne sais pas si c'est bien géré ou très grave, mais ça ne m'étonne pas. Parce qu'on est déjà habitué à ce que dans ces zones entre le Mexique et les États-Unis, il y ait des conditions très extrêmes pour les incendies. Il y a des commentaires, disait Gérèse, qu'il y a eu une transmission d'environ 7 heures aujourd'hui avec le Congrès et que ça allait continuer à moins que ce soit annulé. C'est pour ça qu'Internet tombe à cause des vents de Santana, ces fichus vents qui justement provoquent enfin des conditions de chaleur, de sécheresse et de vent. Santana, laisse tomber, c'est vraiment puissant et dangereux, pour le dire comme ça. C'est qu'ils n'ont pas là-bas la quantité de forêts que tu vas voir, ou de jungle, ou quoi que ce soit, qu'ils ont. Ici, de ce côté, non, parce que c'est un peu plus semi-désertique, pour le dire comme ça, à certains moments. Mais ce sont déjà plus boisés, non? Eh bien, ça crée un problème comme à Chihuahua. Et aussi la question de l'éducation. En Géorgie, en plus des conditions réunies pour un incendie comme la sécheresse et le vent, le problème vient aussi des gens. Les incendies sont en cours. C'était surtout parce que les gens brûlent pour différentes raisons. Je ne sais pas pourquoi, ce qu'ils font là-bas, des feux de camp, peu importe. Et ils ont perdu le contrôle. On leur a dit de ne pas le faire, de ne pas brûler, mais bon, ils s'en fichent et maintenant ils provoquent ces incendies. Malheureusement, il y a déjà des personnes qui perdent leur maison. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà la situation, non? Je ne sais pas si nous avons aussi un peu plus d'informations sur ce cas, pas sur ce cas-ci. Comme la semaine du Japon, parce que ça a attiré l'attention et on va t'en parler. Mais en attendant, passons à d'autres sujets importants. Attention, car cette Carmen Lewis, non, eh bien, elle a lancé un message assez curieux à l'égard du Mexique, spécifiquement à la présidente mexicaine, dans lequel elle dit, eh bien, qu'il devrait, faire preuve d'empathie. Pour le décès des agents qui faisaient partie de la CIA, naturellement, cela a suscité la controverse.
Et elle dit, en tenant compte de tout cela, de ce qui sort en ce moment, la présidente dit qu'elle devrait y mettre un frein. Eh bien, en parlant du fait qu'il faut freiner le narcotrafic, je ne sais pas quoi, tous ces sujets, non. Mais il parle en empathie, et en fait, regardez, ici nous devrons le voir de deux points de vue. C'est-à-dire, du point de vue des États-Unis, eh bien pour eux, ce sont des agents qu'ils placent en théorie pour essayer d'enquêter et d'analyser comment se présente la question du narcotrafic. Autrement dit, cela fait partie de leurs actions ici. C'est ce que le gouvernement affirme, soi-disant. Nous ne sommes pas au courant de ce sujet, ce qui, sincèrement, est peu crédible que le gouvernement ici ne soit pas au courant, surtout parce qu'ils étaient accompagnés de ce policier. Eh bien, avec des agents de sécurité aussi. En fait, tout cela semble plutôt montrer qu'ils veulent gérer l'image de souveraineté et tout ça de cette manière. Et ils préfèrent dire non. Non, nous ne sommes pas au courant de cette situation. Évidemment, oui, ils sont au courant. C'est juste qu'il y a toute une procédure légale avec le Sénat pour leur dire « Regardez, nous allons faire entrer ces agents. Ils doivent demander des autorisations. Ils veulent sauter toute cette histoire et ils font comme s'ils ne savaient rien. Non, je ne savais pas qu'ils étaient là et ils font semblant d'être contrariés, ce que les États-Unis ne comprennent pas. Les États-Unis, c'est comme si tout ce sujet leur était fermé et ils se disent « Écoute, nos agents prennent des risques de leur côté et en fait, ils devraient plutôt franchir le pas. » C'est ça l'idée, non ? Enfin oui, c'est vraiment regrettable. Jusqu'à aujourd'hui, Trump est passé sur Fox News et il a dit que le Mexique était perdu et que les États-Unis étaient le seul espoir du Mexique pour s'en sortir parce que nous allons très mal. C'est comme la cerise sur le gâteau, cette partie-là. Bon, ce n'est pas quelqu'un que je cherche particulièrement, mais le problème c'est que ce genre de choses, ils y croient de là-bas. C'est-à-dire, et ce qui est sûr, bien sûr que c'est un sujet important, parce qu'il y a des collaborations qui se font. C'est-à-dire, et ça c'est très évident, c'est-à-dire il faut se rappeler que ce n'est pas le seul cas. Ou alors, ces militaires sont venus ici au Mexique l'autre fois quand un avion a atterri, et que c'était un avion militaire américain et tout ce truc-là. Tout ce genre de choses, en théorie, il faudrait demander des autorisations. Et ce n'est pas parce qu'ils venaient me donner un cours ou autre chose qu'il ne faudrait pas demander la permission, d'après ce que je comprends. Mais le point, c'est que le gouvernement n'aime pas parler du fait qu'ils sont là. Il collabore? Ils collaborent, non? Quand tu dis « eh bien, je pense que beaucoup de gens se raisent », eh bien, je pense qu'ils applaudiraient le fait qu'on puisse collaborer contre un mal qui nous affecte tous, c'est-à-dire qui cause des problèmes à tout le Mexique, et pas seulement avec les États-Unis, mais aussi avec le monde entier, avec la Chine, la Russie et tous les pays que tu veux. Mais tu dois collaborer parce qu'au final, ces organisations, ces mafias et tout ça, eh bien, ce sont des réseaux internationaux, et ils achètent aussi des armes en Allemagne. Et ils te procurent aussi des précurseurs en Chine, non? En fait, tout ce genre de choses, ce sont en fait, eh bien, essentiellement des organisations internationales qui doivent. Eh bien, elles doivent en faire l'objet d'une enquête, non? Et ils doivent, tu ne peux pas ne pas collaborer. Franchement, je trouve ridicule la position dans laquelle le Mexique se met à perdre son temps là-bas au Congrès. Et bon, de toute façon, tout le débat qui a eu lieu là-bas était plutôt animé, mais... Eh bien, je ne sais pas. Évidemment, Carmen Leavitt va reprendre à 100% la ligne trumpiste, parce qu'au final, c'est son métier. Ce n'est pas la porte-parole, mais celle de la Maison-Blanche, qui dira sûrement qu'il faudrait plus de compassion. Et donc demander de ne pas présenter ses condoléances, au moins, quelque chose comme ça. Eh bien, c'est un sujet de débat, mais je ne pense pas que le gouvernement mexicain va évidemment présenter ses condoléances. Je ne pense pas, du moins pas de la présidente, mais passons à autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Eh bien, le Pentagone, encore une fois, dans ce communiqué qu'il a fait avec les membres du Congrès dont nous parlions au point précédent concernant la question des mines. Il a également révélé une vérité qui ne va pas du tout plaire à Donald Trump, à savoir que la République islamique d'Iran possède plus de capacités militaires que ce que la Maison-Blanche a bien voulu admettre. Et ils disent qu'environ la moitié de l'arsenal militaire balistique iranien et de ses systèmes associés restent intacts depuis le début du cessez-le-feu. Autrement dit, non, ils n'ont pas détruit cette capacité d'attaque qu'ils possèdent.
Selon les autorités, environ 60% des armes du corps des gardiens de la révolution islamique restent opérationnelles, 60% y compris les vedettes rapides d'attaque. Mercredi, des canons iraniens ont touché plusieurs navires. Nous en parlions aujourd'hui, peu après que Trump ait annoncé ce cessez-le-feu unilatéral où, soi-disant, il resterait en vigueur jusqu'à ce qu'il y ait un accord de la part de l'Iran. Certains disant déjà qu'ils commencent à désespérer, car ce n'est pas clair, n'est-ce pas? Nous continuons de voir des personnalités de haut rang militaire iranien faire des commentaires assez offensants. Par exemple, aujourd'hui, Hossein Salami, qui est le chef du corps des gardiens de la révolution islamique, déclare qu'ils sont concentrés à transformer le golfe d'Oman en un cimetière pour la marine américaine. Je veux dire, comment peux-tu négocier avec eux? Tous les jours, ils sortent et disent cela 2, 3, 4 fois par jour. Eh bien, il y a quelque chose que Karen Lewitt disait et que j'ai trouvé intéressant. Voyons, laisse-moi voir. Nous n'avons que 2 vidéos d'elle aujourd'hui et je pense que, voyons si je tombe juste, sinon c'est l'autre, non? Mais écoutons ce petit extrait. Ils étranglent complètement leur économie à travers ce blocus. Ils perdent 500 millions de dollars par jour, l'île de Karg est complètement pleine. Ils ne peuvent transporter de pétrole ni en interne ni en externe, ni même payer leur population à cause de la pression économique imposée par le président Trump. Donc il est satisfait de cela pendant que nous attendons leur réponse. Nous verrons ce qui se passe. Le président n'a pas fixé de date limite stricte pour une proposition iranienne, contrairement à certains rapports vus aujourd'hui. En fin de compte, le délai sera déterminé par le commandant en chef et le président des États-Unis. Non, ce n'est pas celui-ci. Non, ce n'est pas celui-là. C'est intéressant parce que ça a un rapport avec le sujet. Oui, oui, mais c'est celui-ci. Pourquoi? Eh bien, ce que vous allez entendre est vrai. Vous voyez beaucoup de messages différents venant d'Iran, beaucoup de rhétorique et de discours variés de leur part. Je vous conseille de ne rien prendre de ce qu'ils disent au pied de la lettre. Nous avons constaté que leurs déclarations publiques diffèrent beaucoup de ce qu'ils admettent en privé aux États-Unis et à notre équipe de négociation. Je vous l'ai répété à tous, vous les médias, et vous devriez nous croire. C'est le problème. C'est ça le truc. D'un côté, il a raison. Enfin, il a raison. Le problème, c'est que à la Maison-Blanche, on communique constamment des choses fausses, constamment, ou des demi-vérités, ou des vérités très partielles. Donc, justement pour ça, tout le monde a choisi d'essayer de mettre en place les 2 règlements, et de voir lequel sera respecté. Voici la position des États-Unis et celle de l'Iran. On verra ensuite. Non, parce que, évidemment, oui, je crois que tous les médias et une bonne partie des gens comprennent qu'une grande partie des informations venant des Iraniens est fausse. C'est-à-dire parce qu'ils l'ont aussi démontré comme ça. Ils disent constamment des choses qui sont totalement fausses. C'est comme ça qu'ils vivent, en disant des mensonges en permanence. Je veux dire des politiciens qui mentent, non. C'est étrange, mais bon, voilà. Mais Trump aussi. C'est-à-dire, et c'est un problème parce que c'est une inférence, non? Ici, nous voyons des rapports et des communiqués de nombreux pays, qui sont très précis. Le Royaume-Uni est généralement très précis, c'est-à-dire qu'on les aime ou non. C'est-à-dire les Anglais, eh bien, ils mettent ce qu'il en est des Israéliens. Eh bien, ils disent qu'ils ont perdu un soldat, 2, 3, les soldats, ils les mentionnent. C'est-à-dire, je ne doute pas qu'ils cachent certaines choses dans les détails, ce que tu veux, mais en général, ils ont tendance à être précis. Ils donnent des rapports et, que ce soit de bonnes ou de mauvaises nouvelles pour eux, ils ont tendance à les annoncer. Et comme ça, tu vois pourquoi il le fait, mais tu le vois dans les infos, par exemple, et ils disent, non, eh bien, on a fait, je ne sais pas, enfin, ils prennent un œuf qu'ils ont clairement fait, et ils te disent, eh bien, c'était 10, non. Et d'où sortent ces 10? C'est-à-dire, ils exagèrent constamment, non? Et Donald Trump a fait ça aussi constamment, il exagère énormément. Et il dit des choses. Parfois, ce n'est pas vrai, ou ça lui échappe, mais il les présente comme des vérités sur le moment, voilà. Et Ce que dit Lewitt, c'est que les Iraniens veulent négocier, mais ils disent autre chose, n'est-ce pas? Moi, ce que je crois, ce n'est pas ça. Moi, ce que je crois, c'est... En partie, s'il a raison sur ce sujet, mais ils veulent négocier. Ce sont les politiciens, l'aile politique, c'est-à-dire Abbas Araghachi et tous ces personnages. Eux, ils veulent qu'en négocier, mais ils n'ont pas le pouvoir. Et c'est ce qu'elle ne dit pas, c'est-à-dire, c'est ce qu'elle ne commande pas. C'est-à-dire, celui qui a le pouvoir. Quand elle me dira non, eh bien oui, on parle avec lui. Comment il s'appelle? L'échiquier Bajido? Bajido et moi n'avons pas entendu.
Parlons avec Bajid, nous avons déjà négocié avec lui. Donc c'était crédible s'il descendait et disait non publiquement. Nous avons déjà négocié. Hein ? Ou qu'il perde la vie, c'est aussi une possibilité, même si je dis aussi qu'il a été astucieux. S'il est en vie en ce moment, ça veut dire que donc Se cuida bastante, ¿no? Porque c'est un personnage qu'on connaît depuis de nombreuses années. C'est un leader, c'est lui qui dirige là-bas, donc il doit sûrement faire très attention à sa sécurité. Mais bon, le fait est que ce n'est pas crédible. Évidemment, il veut négocier parce que Baidi ne veut pas négocier. Il l'a dit encore et il insiste sur le fait qu'il ne veut pas négocier. Donc c'est probablement comme ça, non ? Il ne veut probablement pas négocier, parce qu'en plus il le montre par des actes, en fermant le détroit constamment. Eh bien, ils ne sont même pas allés à la réunion, elle n'y est même pas allée. Tu vois, ils disent, bah non, mais ils ne vont même pas à la réunion au Pakistan. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Et les États-Unis n'ont pas eu d'autre choix que de dire, bon, le cessez-le-feu indéfini jusqu'à ce qu'ils nous envoient une proposition. Eh bien, ça va être difficile que ça arrive. Du moins pour l'instant, ça ne se voit pas, non ? Qu'est-ce qu'on a d'autre par là ? Bon, aujourd'hui aussi, nous avons, sur d'autres sujets, n'est-ce pas? Taïwan est aussi en train de signer et de se préparer à cause de la Chine, ce qui nous rend nerveux, et ils ont conclu 6 autres accords d'achat d'armes avec les États-Unis, ce qui représenterait 6,6 milliards de dollars pour cet armement. Attendons de voir quand ils recevront ces armes, car plusieurs pays suspendent leur livraison. Parce que, les États-Unis rencontrent actuellement un problème de capacité concernant la quantité d'armement qu'ils ont utilisé. Aujourd'hui, Pépé vous montrait une vidéo très intéressante. Le représentant de Californie dont le nom m'échappe s'appelle Ted. En disant que, ils ont effectivement un problème de munitions. Oui, c'est de lui qu'il s'agit, c'est bien lui. D'origine taïwanaise, il est né à Taïwan et enfant, il est parti aux États-Unis. Exactement, non, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y en a pas assez. C'est-à-dire, s'il y en avait une, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de munitions, en fait. están, digamos, a la mitad. Mais non, avec la moitié, tu ne peux pas mener une guerre, donc. Et une autre chose aussi que ce membre du Congrès dit, c'est Si él dice les drones d'Iran coûtent entre 30 000 et 50 000 dollars. Mais ce n'est pas vrai, ils coûtent beaucoup moins cher. Ils coûtent 20 000 dollars. Et tu te dis, si un drone de 20 000 dollars doit être détruit avec 3 Patriots qui coûtent entre 2 et 3 millions de dollars. Imagine 20 000 dollars et tu dépenses 9 millions. 20 000 dollars et tu dépenses... En plus, il t'en envoie 10 d'un coup, donc tu ne peux pas les arrêter. Donc oui, en gros, il leur a dit, c'est-à-dire une autocritique, il est en train de leur dire qu'ils sont obsolètes, militairement parlant, on ne peut plus faire la guerre comme avant, on ne peut plus penser comme ça. Et autre chose, Bécard, c'est qu'on n'a pas la préparation ni les munitions prêtes en ce moment. Donc, C'est une autre guerre, elle est différente. elle est différente, totalement différente. Et, pour ce qui concerne Taïwan, une partie est destinée aux lance-roquettes multiples HIMARS et une autre serait destinée aux obusiers automoteurs. M109 Accept Paladin. Super, alors passons rapidement aux commentaires. Comment allez-vous ? Salutations Roble, salut à toi. Regarde où il y en a, mais vraiment énorme. Salutations à Don Draper. Comment vas-tu, Don ? Quoi de neuf ? Comment ça va pour toi ? Et bien évidemment aussi à Cuban Papy, salutations. Comment vas-tu, Mélisa ? Salutations également à... Federico Albertini, salutations depuis la Sicile. Ah, Italien. Salutations à Federico. Salutations Federico, comment vas-tu ? Eh bien, merci beaucoup Federico. Comment va la vie là-bas, en Sicile ? Excellent. Salutations à Roble ainsi qu'à Rublo MX. Comment vas-tu? Quoi de neuf, salut. Nous avons aussi ici Roble. Comment vas-tu? Roble, bonjour. Ben à Yo-Yo. Comment tu vas ? Salutations. Oui, pourquoi vous n'en parlez pas un peu? Oui, on en a parlé, Cuban Papa. Oui, on en a parlé. Papa, pardon, du sujet du Mexique. Pardon, je devais bien le dire. Le sujet du narcotrafic. Oui, on en a parlé brièvement car ce n'est pas le sujet. C'est un sujet international, donc on en parle forcément dans ce domaine. Imagine alors si je couvre l'actualité nationale, je n'en finirai jamais.
Salut à Gazduro, cette chaîne propose toujours les meilleures infos avec Pépé Yastro, merci. Merci beaucoup, Gazduro. Un énorme salut. Bonjour, salutations à Nelly Salazar, à Galveston, comment vas-tu? Comment ça va, Nelly? Salut à Marcella aussi. Un énorme salut à toute la communauté qui nous regarde en différé. Merci beaucoup de nous accompagner un moment. Il dit « Salut Ben, comment vas-tu ?» Il dit « Parlez du papa Cagnon. » Non, eh bien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Ben? Non, je te demande juste de montrer du respect. Recommençons, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour à Martin Gutiérrez qui salue Monsieur Aster et Monsieur Pépé pour une nouvelle émission ensemble. Je trouve que la situation économique se complique, surtout avec la hausse des prix des compagnies aériennes et du transport maritime. Ce sujet aussi parce que le prix de l'essence affecte tous les envois, tout. Imaginez toute la nourriture que nous faisons venir d'autres parties du monde. Eh bien, le prix, si jamais elle arrive, sera vraiment élevé. Beaucoup, exactement. Bonjour. Singapour. Singapour. Imagine Singapore. Salutations, dit-il. Baba Novak, dit-il, aujourd'hui c'est la journée internationale de la terre nourricière. Regarde, rien que ça, salutations. Baba Novak, eh bien, il faut vraiment en prendre soin. Salutations à lui. Ces célébrations ou ces rappels de la première passent soudainement inaperçus. Tellement de choses comme ce qu'a vécu Eric Marino, dit-il ici, quand il arrivait sur Mars avec Fort Altman, excellent, très bonne série. Muy buena serie. Buenísimo, buenísimo. Sí. Bonjour à Raoul Sachs ainsi qu'à Tapatia. Salutations, très bonne. À Ofe Mendez, comment vas-tu? À Manuel Munoz, comment vas-tu, Manuel? Salutations et salutations aussi à Damasiko Luna qui dit bonjour, qui était ici. Tapatia, je ne la vois plus. Salutations, salutations, Tapatia. Salutations. Comment vas-tu, Tapatia? Prends bien soin de toi, que tu te sentes mieux, dit Gisela. Salutations Pépé, Astrid et à toute la communauté depuis le Panama. Comment ça va? Salutations jusqu'au Panama, super. Salutations à Gelasio Guadarrama, comment vas-tu? Il dit bonsoir, salutations, salutations à tous, salutations à Lidlin qui dit qu'une dame si âgée vivait seule. Ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, il est très courant que les personnes âgées vivent seules ou dans une maison de retraite. Une maison de retraite, comme certaines personnes l'appellent. Mais je pense que tu peux vivre seul en étant âgé. Je veux dire, tant que tu peux te déplacer, non, ça ne va pas te poser de problème. Salut. Et ils ont leur réseau d'amis et tout ça, donc en fait, ils ne sont pas vraiment seuls. Enfin, oui, mais bon. Si le ravisseur est chauve, alors ce ne sont pas ses cheveux, oui. Eh bien, avec le masque, on ne sait pas s'il est chauve. Ça pourrait aussi être un poil d'une autre partie du corps, donc pas forcément un cheveu. Un petit poil de, je ne sais pas, je veux dire, même s'ils sont chauves, il leur pousse quand même des petits poils sur les côtés. Donc en réalité, eh bien, qui sait, on va voir ce qui se passe avec cette histoire. Salutations. Salutations à Antonio Vasquez qui nous suit depuis Guadalajara, Jalisco. Excellent, salutations. Comment ça va, Antonio? Moi? Très bien. Oui, c'est un sujet très connu, vous voyez, mais ce n'est pas le sujet du moment. C'est-à-dire, quel rapport cela a-t-il maintenant avec ça? Non, ce n'est pas le sujet, sinon ce serait avec plaisir, mais ce n'est ni le sujet, ni une chaîne consacrée à l'histoire. Donc non, ça n'a rien à voir. Imagine si je pouvais tout raconter sur ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Les chefs religieux, il y en a tellement. On n'en finirait jamais, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a beaucoup de chefs religieux, de toutes les religions d'ailleurs, du judaïsme, du bouddhisme, etc., qui sont, eh bien, de vrais salauds, n'est-ce pas? Eh bien, il y a de bonnes et de mauvaises personnes, comme dans tous les domaines. Salut Beto, comment vas-tu? Très bien, au feu Mario Léon, comment vas-tu? Bonjour au père de Novak, comment vas-tu? Une petite blague par là, une phrase s'il te plaît. Salutations à Karim. Comment vas-tu Karim? Comment vas-tu depuis? Salut, quoi de neuf? Qu'est-ce que vous racontez? Qui d'autre est-ce là-bas? Maria de Léon, comment vas-tu depuis? Salut, voici la phrase pour l'histoire. Ce qui est bien avec le temps, c'est qu'il répond à tes questions ou fait en sorte que les réponses ne t'importent plus. Oui, c'est bien, merci. Exactement, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'hypocrisie maintenant. Tienes toda la razón. Je veux dire dans beaucoup de religions, mais ce n'est pas pour ça qu'elles sont mauvaises. L'hypocrisie est partout, n'est-ce pas? Dans n'importe quel domaine que tu cherches, il y aura de l'hypocrisie, ça fait partie de la nature humaine. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, eh bien voilà, non. Si la religion aide vraiment quelqu'un, tant mieux si ça lui sert et que ça l'aide à grandir, non? Juan Carlos dit « Comment ça va? Salutations au Mexique. » Dice, saludos, Centro de México. Salutations Juan Carlos, comment vas-tu? On a très envie d'aller par là-bas, du côté de Jalisco. J'aimerais beaucoup faire un tour par là-bas, même jusqu'à Puerto Vallarta.
faire un petit tour à la plage. Ici, tu vois Yo-Yo et aussi Fernanda Navarro. Comment vas-tu, Fernanda? Perla, comment vas-tu? Salutations à l'Argentine. Bonsoir, salutations. Et on a une idée du danger que représenteraient demain les bombes nucléaires. C'est incroyable, non? Et elles le sont toujours. Et ce que dit Raphaël Grossi, c'est qu'il y a encore 20 autres pays qui envisagent déjà d'avoir des armes nucléaires. Ce sujet est déjà très grave. Hier, nous en avons parlé en fait. Salut Emma, comment vas-tu? Bonsoir. Salutations aussi à aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jack Nicholson, 89 ans. Déjà à la retraite. Quel film de cet acteur as-tu vu? Pas mal? Une retraite, eh bien, on dit qu'il est malade depuis un certain temps, c'est pour ça qu'il ne va pas aux Oscars. Oui, apparemment. Oui, c'est pour ça, voilà. Je l'ai vu lors des matchs de basket. Oui, je l'ai vu lors des matchs de basket, il allait aux Oscars, eh bien, je ne sais pas si je les ai toutes vues ou non, mais eh bien, Chinatown, en fait, j'avais le DVD, c'était l'autre, bon, comme ça. Kuznets? Kuznets, évidemment. À Phil Goodman? Ah, Quoi? Oui, oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, excellente. Celle de Stanley Kubrick, évidemment. Celle de Shining. Shining, non. Excellente aussi. Il y a aussi cette comédie avec Adam Sandler. Aussi, c'est du anal. Très bien, c'est celle-là. Ah, celle de la liste. La seule fois que j'ai vu au cinéma. Ouais. Où pratiquement tout le film, tout le monde riait aux éclats, tout le cinéma riait aux éclats. J'en suis venu à penser qu'elle était trop bonne. Oui, elle est bonne, mais c'est un film normal, pas aussi extraordinaire que je le croyais. Je l'ai vu au moment parfait avec le public parfait. La salle était pleine et il y avait un monsieur qui riait d'une manière très drôle. Un de ces messieurs-là. Parce que toute la salle riait à un moment donné. Ouais. Et ce monsieur continuait à rire tout seul avec un rire très drôle. Du coup, les gens continuaient à rire encore plus à cause du monsieur. Le rire, bien sûr. Et donc, il s'est produit une sorte d'effet étrange où, en fait, pendant tout le film, tu ressortais avec des douleurs à force de rire et de rire. Et donc, j'ai commencé à recommander le film comme un fou. Non, il est génial. Et les gens disaient, non, il est bien, mais pas à ce point. Enfin, il est bien normal, non, c'est juste une comédie, voilà. Ensuite, je l'ai revu. Je l'ai revu et j'ai dit, oui, il est bien normal, non. C'est ça l'effet du cinéma, non. C'est génial. Ce film, ils l'ont appelé Fou de rage. Voilà, ils l'ont appelé Fou de rage. Oui, non? C'est celui-là. La même selon moi. Laisse-moi voir comment ça s'appelle. Oui, parce qu'il avait un problème de colère, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Oui, de la colère, parce que c'était vraiment de la colère refoulée. Mais la scène de l'avion est géniale, tu te souviens? Oui, quand ils lui disent « Calmez-vous, Adam Sandler ». Et Adam Sandler est super calme tout le temps. Salut, comment ça va? Neri dit, Pépé, je vous regarde comme tous les jours. Voyons, merci beaucoup, Neri. Salutations au Texas, comment vas-tu? Salut. Il dit qu'il a également participé à Mad Men. Oui, bien sûr, le Joker. Il a joué le Joker, un Joker très étrange d'ailleurs, aussi. Excellent. Très classique. Non, infiltré. Infiltré. Infiltré, je crois les avoir toutes vues, mais non, aucune en fait. Là, tu es vraiment à la traîne. Voyons. C'est que j'ai vu, enfin, le film chinois aussi. Eh bien, nous l'avions, nous. Oui, nous l'avions. Le serment, ce code d'honneur. C'était le serment. Vraiment génial. Quelqu'un doit aussi céder. Quelqu'un doit céder. Ah oui, vraiment génial aussi. C'est qu'on a tout fait, vraiment. On a tout essayé. Oui, c'est un bon acteur. Celle-ci est géniale. Les sorcières d'Eastwood sont bien aussi. Ce loup-là ne me dit rien. Lope. Ah, Marciano Salatakis, c'est lui le président? Marciano Salatak, et en fait, il a plein de personnages. Enfin, c'est vrai. On voit plein de personnages. Il a plein de personnages. Je crois bien que oui, je l'ai vu celle-là. Moi, je l'ai vue. C'est celle de l'homme-loup. Oui. Les confessions du Dr. Smith sont bien aussi. C'est bien barré. Ma vie, ça ne fait rien de mieux. Mais oui, une bonne partie. Dumi, les vieux films, non. J'en ai vu plusieurs qui non. Par exemple, celle-ci, Ses derniers devoirs, de 1973, donc qui sait lequel c'est. Une autre qui s'appelle Terreur, je ne l'ai pas vue non plus. Elles sont vraiment très vieilles. D'accord. Elles sont très vieilles, tu ne peux pas te baigner avec. Non, c'est tout. Mais par exemple, il y en a là que je vois qui sont des classiques que tout le monde recommande toujours, mais je ne les ai pas vus. Enfin, non. La Frontera Seguen. La Frontera Seguen, le corbeau, toutes ces affaires, on ne sait même pas ce qu'il en est, ni où les trouver, non? Frontera Cuervo, celle-là, où peut-on les trouver, non? Exactamente. Machine Gun, Pepe? Je ne l'ai pas vu. Le corbeau, celle-là. Y pico esa vez en la noche y luego
en lo que bajas y que no sé. Il sait où les trouver. N'est-ce pas? Qui? Frontra Corbeau, celle-là, il sait les trouver, non? Qui sait où les trouver pour commencer, non? Ya no quisimos, ¿no? Ya se me hizo Se muy nos tarde. hizo Il sait pour celle-là. Voyons si on la voit. Tu sais, bon, je ne connais pas. Il pose demande des questions en ce moment sur David Wyckoff. Je ne le connais pas, je l'ai peut-être vu une fois, mais je ne le situe pas. À qui alors? Il faudrait que... Je vois que c'est un écrivain, c'est écrit ici. Où les trouver, hein? Qui sait où commencer à les trouver, non? Mais je ne l'ai pas vu, c'est-à-dire je ne l'ai pas suivi. eh, Je ne le connais pas, donc j'ignore de quoi il parle exactement. Je dois d'abord savoir qui il est et ce qui s'est passé lors de son décès, mais je constate que ça surprend et que de nombreux médias en parlent. La situation était étrange, non? Oui, apparemment c'était un peu bizarre cette histoire, donc il faudra voir ce qui se passe avec lui, non? Non, je ne connais pas son émission ni rien de tout ça. Oui, salutations à Francisco Canales. Salut les gars. Salutations de la communauté en direct. Salut Francisco. Oui. La liste est là. Merci beaucoup Gabriel, un énorme salut, merci infiniment. Il dit qu'il a reçu beaucoup de prix, qu'il avait une phobie. Oui. Confession au docteur? Oui. Qui apporte un petit chien? Salutations. Je sautais les lignes du sol. Oui, ça c'est sûr, je les saute toutes. Oui, oui, oui. Oui, j'ai toujours sauté toute ma vie, c'est-à-dire... Je suis sérieux. Mais pour m'amuser, pas parce que... J'ai... Une obsession? Quelque chose de mauvais va arriver. Non, pas du tout. Maintenant, marcher dessus ne me pose plus problème, mais j'ai gardé l'habitude de les éviter depuis mon enfance. Que... Tu te donnais des missions ou, à l'inverse, tu marchais juste dessus, tu suivais la ligne aussi, non? Mais pas parce que je suis fou. Salutations à Abelson qui nous regarde de Suède. Comment vas-tu? Salut Abelson, comment vas-tu? Excellent. Oui, je crois que nous avons tous quelques manies, non? Du genre, je touche comme ça, tu vois. Mais quand c'est quelque chose qui ne te laisse plus vivre, là c'est grave. David Wyckoff, qui était un chercheur éminent sur le sujet, Omni dit « Ah, c'est grave !» Il dit qu'il était ami avec Anna Paulina. Luna. Ah, je vais vérifier. Je vais vérifier plus en détail. Le feu s'est-il trop approché? Ça ne me dit rien venant de lui, tu vois, et pourtant je suis tous ces sujets, mais non, je ne me souviens pas, peut-être si je remonte un peu plus loin. Plus jeune, ce visage me dit quelque chose, mais pas celui-ci. Enfin non, je ne m'en souviens pas, tu vois, je ne me souviens pas de celui-là. Mais bon, je vais vérifier pour voir ce qui lui est arrivé. C'est très étrange que... Enfin, d'après ce que je vois ici et comment il est décédé, c'est curieux, non? Mais on va voir ça plus tard. Oui, eh bien demain je ferai un rapport sur le sujet, pour voir quelles informations on a, au moins une chronologie de ce qui s'est passé. Et puis on voit déjà les avis de la communauté ici. Il avait aussi, en plus il était jeune, 53 ans il me semble, 50 d'après ce que je vois ici, je ne sais pas si c'est correct. Attends, oui, 53 ans c'est écrit ici. Donc, originaire du Colorado aux États-Unis. Ah d'accord, on vérifiera ça tout à l'heure, non? Salutations à Emma Andrade. Comment vas-tu? Aussi à Ricardo Sandoval et Baby Boy. Si je suis en retard, je verrai le différé pour en savoir plus sur le scientifique, car il y en a plusieurs, c'est étrange. Pépé, salutations. Bizarre. Très bizarre. Salutations. Salutations. Salutations aussi à SMT, celle qui m'a donné beaucoup de récompenses. Bon, si tu l'as lu, salutations à Gabriel Duran. Comment vas-tu, Gabriel? Et Pépé dit, as-tu vu la page de Black Vault? Les archives, bien sûr. C'est l'une de mes préférées et je la garde toujours sous la main. Parce que quand j'ai du temps libre, je commence à télécharger des documents et je me mets à lire. C'est plein. Il n'apparaissait plus récemment, je ne sais pas s'ils l'ont remis. Oui. Il a disparu. Tous les documents sont apparus, mais il y a énormément de documents officiels et donc tu peux parfaitement les télécharger. C'est-à-dire, tu les lis et tu vois. Eh bien, comme son cas X, donc celui-ci est super intéressant. Regarde, je vais vérifier. Je crois que j'ai vu ce documentaire dont tu me parles, celui de Bob Ballistic. Je vais le laisser prêt ici et tout à l'heure, je le regarderai. C'est-à-dire celui-ci, celui-là. Oui, je peux le regarder tout seul, parce que les films ici, on les regarde tous ensemble normalement, mais celui-là, je vais me le regarder tout à l'heure dans la soirée. On va voir s'il est bien, non? Je pense que oui, mais je n'en suis pas sûr. Et il joue dedans? Ou c'est lui qui le produit? Ou quelque chose comme ça, non? J'imagine, bon, je vais vérifier ça tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Super. Bon, allons-y. Allons-y, les gars.
On est sur WhatsApp, Telegram, Facebook, X et Instagram et on vous envoie la notification du direct. Super alors. Salutations à Karim Marcella. Maria, Elena, salutations à Pueblas et à toute la communauté. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Portez-vous bien et bien, on se retrouve demain avec toutes les informations. Je vous embrasse. À bientôt. Interrumpimos su programación habitual. Merci d'avoir écouté La Vérité. C'est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réel. Ici nous l'analysons, approche globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne Pépé en vivo, avec Pépé aux commandes et Astrid qui dit les choses cash. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas le fil jusqu'à la prochaine. Oui monsieur, on fait l'appel, abonne-toi.